Eh ben c'est parti. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Tu peux nous parler de l'atelier paysan? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'atelier paysan, c'est une coopérative qui œuvre dans le secteur agricole. Ok. Qui est basé où? Qui est basé, alors son siège est basé en Isère, à Renage. Ah oui, d'accord. C'est le point historique du démarrage des activités de l'atelier paysan. Mais après, on navigue un peu partout en France. Parce que moi, je te connais que de la Drôme. Hein. J'ai pas... Et ben voilà, donc je suis pas de la Drôme. et on a aussi des collègues qui ont un point de chute physique en Bretagne. Ouais. Donc une antenne là-bas pour développer les activités sur l'ouest de la France. Et donc notre secteur d'activité, c'est d'accompagner l'autonomie technique des paysans à travers l'autoconstruction d'outils et de bâtis adaptés à leurs usages. D'accord. Donc ça passe pour nous concrètement par l'accompagnement à la conception d'outils dédiés à des pratiques particulières. Donc c'est sur demande de collectifs d'agriculteurs, on n'invente pas leurs besoins, c'est eux qui ont leurs besoins, ils nous l'expriment et on se met d'accord sur les modalités d'un partenariat. On les accompagne pour imaginer la meilleure solution pour eux. Et j'imagine qu'il y a déjà plein d'outils que vous avez construits avec des modèles où vous n'avez pas réinventé la roue à chaque fois, non? Exactement. En fait, donc ça fait partie de notre activité de les accompagner pour des nouveaux outils. Néanmoins, on a déjà ce qu'on appelle un catalogue avec environ 130 outils dont on a formalisé des plans pour que celui qui veut construire cet outil puisse le faire en autonomie. Donc ces plans, ils sont en libre accès sur notre site internet. D'accord. Notre credo, c'est de faire de la diffusion libre. Ouais, c'est de l'open source quasiment. C'est de l'open source avec quand même une protection ou des garde-fous pour que l'usage ne soit pas détourné. D'accord. Donc ça veut dire que quelqu'un peut, par exemple, utiliser nos plans, modifier les outils. Il ne peut pas en faire la vente ou... Il n'a pas le droit d'en faire commerce. Et s'il apporte des modifications sur ses plans, c'est possible. Mais il doit mentionner la paternité, c'est-à-dire l'origine de ses plans, même s'il les modifie. Donc l'idée, en fait, c'est que ça reste dans le pot commun et que ça reste dans le partage. Donc forcément, vu qu'on a déjà ces 130 outils, une partie de notre activité, c'est aussi d'entretenir cette base. Ah mince, le matériel existant. D'entretenir en fait, parce qu'on a beaucoup d'usagers pour certains outils qui nous font des retours. Alors les outils éprouvés qui fonctionnent bien, on n'a plus tellement grand chose à faire dessus. Par contre, il y a des outils qui sont plus récents, qui nécessitent encore du développement. Et c'est à partir des retours des usagers qu'on peut assurer ce développement. On prend en compte leurs remarques, leurs observations, on fait le tri de tout ça et avec eux, idéalement, on imagine les solutions pour améliorer les outils. Et donc, on construit des nouvelles versions, qu'on teste à nouveau. Si les gens sont satisfaits, c'est très bien. S'il y a encore des imperfections, il faut continuer. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait du développement ou de la recherche participative, pas à pas, donc par itération, par étape, on avance jusqu'à offrir des solutions les plus abouties et adaptées à plein de contextes. C'est des machines pour des gens pour des agriculteurs qui veulent travailler les sols un peu différemment, j'imagine. Alors c'est pas que des machines pour le sol, hein. On a vraiment une gamme d'outils très diversifiée. D'accord. Donc évidemment il y a des outils de travail du sol qui soient attelés derrière un tracteur ou manipulés à la force humaine, voire traction animale, puisqu'on a aussi des outils de traction animale. Ça va être des outils de désherbage, ça va être des outils d'aide à la plantation, ça va être des outils de paillage, d'épandage de compost. Après, on va dire qu'en post-récolte ou en récolte, on travaille sur une récolteuse de plantes aromatiques et médicinales par exemple. On a des outils de tri, de nettoyage des grains. On a une laveuse à légumes. Et on a même des outils pour le tri, donc il y a le nettoyage, il y a de la séparation de graines aussi. Quand on a des mélanges, donc on a une colonne pour trier par densité de graines les graines pour les séparer en lots propres et purs. Et après on a aussi le domaine du bâti, donc les bâtiments ou des petites structures, des petits abris, notamment pour de l'élevage en mobile, des poulaillers mobiles, des cabanes à cochons mobiles. On va travailler à partir de l'automne sur des abris mobiles pour l'élevage de lapins en bio. Donc en fait tout ça c'est dans des logiques agroécologiques puisque c'est souvent lié à du pâturage tournant ou en tout cas à des parcours libres en extérieur. Et donc ça veut dire qu'on est en capacité d'accompagner ces différentes filières. Et le bâti c'est aussi aménager des granges, des points de vente. Ça peut être, il y a des gens en autoconstruction. Alors nous on n'a pas de plan pour ça aujourd'hui, mais par exemple agencer des remorques pour la vente au marché. Alors, des choses comme ça. A priori, vous apprenez aussi aux agriculteurs
agriculteurs à souder, à découper. C'est vrai que là, je vous parlais de l'activité vraiment de développement d'outils, mais une fois qu'on a imaginé un outil, qu'on l'a mis en plan collectivement, en fait, il faut accompagner les gens pour acquérir le savoir-faire et qu'ils soient capables de faire ça. Et donc, on a une partie de nos activités qui consiste à former les futurs utilisateurs de nos outils. Donc ils viennent en formation entre 3 et 8-10 jours, ça dépend des formats. Principalement c'est ça. Et ils viennent apprendre à utiliser des machines pour découper les métaux, pour les percer. Ils viennent apprendre à souder. Donc là c'est du matériel que vous avez? Alors ça en fait c'est des plateaux techniques qu'on a. On en a physiquement présents sur nos sites où on est basé, donc en Isère et en Bretagne. Et après on est ce qu'on appelle des camions ateliers. Donc c'est des plateaux techniques mobiles, le camion il est rempli avec tout le matériel qu'il faut pour faire un chantier avec 10-12 personnes. Et par exemple comme un lieu comme ça, on pourrait débarquer avec le camion, déployer sur un plateau l'ensemble des machines et des postes de travail qui sont nécessaires pour organiser le chantier. Et ensuite petit à petit le chantier va se mettre en route, les gens vont commencer à apprendre, à construire, à découper des pièces, puis à les assembler et ensuite à finaliser l'outil avec idéalement, mais ça on arrive rarement à le faire, tout de suite derrière une manipulation de l'outil, un test, pour commencer à discuter des réglages ou des conditions d'utilisation, et voilà. Ok. Et donc les coopérateurs, vous êtes nombreux dans la coopérative? Aujourd'hui il y a 250 coopérateurs. Ok, donc c'est 250 personnes qui ont utilisé les services de la coopérative, qui ont appris? C'est 250 personnes qui, pour certains, n'ont jamais utilisé aucun de nos services, mais qui en conscience citoyenne, soutiennent notre démarche et donc soutiennent au point de s'être associés dans la propriété de la coopérative, puisque ces sociétaires détiennent la coopérative à ces 250. Et en fait, n'importe qui peut être coopérateur, un citoyen en particulier peut être coopérateur, mais après on a aussi évidemment des paysans qui, pour la plupart au départ, étaient des usagers, des bénéficiaires, des contributeurs aussi dans la dynamique collective de nos activités. Et puis on a aussi des organismes de développement. On a par exemple le groupement de recherche en agriculture biologique à Avignon, on a des CIVAM, des structures qui œuvrent vraiment au contact avec les agriculteurs et qui finalement prolongent leur activité opérationnelle par un engagement dans un sociétariat. Je vais te poser la question de dromadaire, tu ne dois pas la connaître forcément, en ces temps qui sont compliqués, toi qu'est-ce qui te rend positif? Ce qui me rend positif, c'est que en fait, les sollicitations pour adapter le matériel et les solutions technologiques pour les agriculteurs qui s'engagent dans des démarches, on va dire agroécologiques, mais dans des pratiques innovantes aussi en lien avec ça. En fait, ces sollicitations, elles ne cessent pas. Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même des déplacements de pratiques, il y a des changements qui s'opèrent et les personnes qui sont à l'œuvre de ça identifient des besoins pour lesquels ils n'ont pas de réponse satisfaisante. Il y a aussi une question économique. Tous les jours ils travaillent, tous les jours ils utilisent du matériel et tous les jours ils se disent tiens là je pourrais probablement faire mieux ou moins m'embêter. Exactement. Et en fait à ce niveau-là on peut dire que notre travail entre guillemets c'est une goutte d'eau dans le sens où beaucoup de paysans savent bricoler et font des choses dans leur coin pour faciliter leur quotidien, choses qui restent méconnues dans les fermes. Donc une partie de notre travail, c'est aussi d'aller recenser ces choses-là pour les partager du mieux qu'on peut à d'autres, voire s'en inspirer pour concevoir des outils qui vont être ensuite un peu standardisés, puisque quand on fait un plan, en fait, il n'y a pas 50 options. Il y a certains outils qui ont des options, mais ça reste quand même une forme de standardisation. Et donc on propose le plan d'une certaine manière, mais parfois ce travail-là s'inspire de ce qu'on a détecté, vu. Et toi, tu vois qu'il y a de la demande il y a de la demande tout le temps. En fait, on est trop peu pour faire ce travail-là. Il faudrait l'amplifier. Il faudrait presque que ce soit les pouvoirs publics qui fassent ce travail-là. Ok. On va rester sur cette note-là alors. Voilà. Ça, ce serait super positif. Ça serait super positif. Merci de cette découverte, Guillaume. Je t'en prie.